Do you remember some days ago where you sit together with your loved ones and you Est-ce had que to vous vous êtes fix rappelé il y a their quelques computers jours quand vous and told étiez avec them vos how proches et ils vous things demandaient work and why they are comment est-ce working the que strange vous way pouviez they are working? régler leurs problèmes sur Imagine you leurs have to do this ordinateurs et si vous aviez, for teaching est-ce que them vous how vous to souvenez program and give les them the avoir passion and the regardés love that you have. galérer à essayer de comprendre? Imaginez si vous viviez ça tous les jours Mike Sperber et had que a votre great passion applause c'était for his talk, d'apprendre How to la Teach programmation. Programming to Our Donc, Loved Ones. je vous propose d'applaudir pour Mike Spreader pour cette conférence Comment apprendre à vos proches la programmation. Thank you so much for that introduction. Merci beaucoup pour l'introduction. Je pense qu'il faut que je montre vos slides. Alors, on va parler de passion. Donc, si vous apprenez la programmation, vous savez que c'est très bon pour l'ego parce que vous savez que si vous avez une grande audience, si vous apprenez ça à des enfants, si vous avez des enfants peuvent être votre audience et ils peuvent vous dire si c'était bien ou pas. Ils peuvent vous donner des retours. Donc, par exemple, moi, j'aime bien la programmation fonctionnelle. Donc, ça, c'est une lambda qui veut dire la programmation fonctionnelle. Et donc, quand j'apprends à des gens, souvent des audiences assez larges, à des gens qui ressemblent à ça, souvent ils viennent et ils me disent « Oh, c'est lambda, cette programmation fonctionnelle, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais entendu parler et tu es un professeur génial. » Et donc, bon, en parlant un peu de moi, ça fait à peu près 30 ans maintenant que j'apprends la programmation à des étudiants dans plein de contextes différents, donc à des lycéens, dans des universités, à des collègues même. Mais si j'ajoute toute mon expérience à apprendre, je me dis que, en fait, quand je regarde dans le passé, je me dis que c'est un peu un échec. Mais je préférais parler de mes succès que de mes échecs. Si je parle des initiatives qui essayent d'apprendre aux enfants la programmation, on parle souvent de dire aux enfants qu'ils vont devenir très contents, très excités à l'idée d'apprendre. On entend beaucoup les politiciens dire que les jeunes vont être très contents, c'est le futur, ils vont être super heureux d'apprendre. Et au final, on finit dans des salles de classe avec plein de robots comme ça. Et les robots, donc pour une raison, ça va aider les enfants à être très heureux à l'idée d'apprendre la programmation. Donc c'est bien et tout ça. Mais je me dis que au final, on se dit que on s'attend à ce que les gens vont être très contents d'apprendre la programmation, mais qu'ils vont réussir à apprendre les choses par eux-mêmes et qu'ils vont essayer, rater, recommencer, mais faire par eux-mêmes. Et donc, par exemple, il y avait un projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un ordinateur pour les enfants. C'était une initiative. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu, même à cette conférence, j'en ai pas vu. Et je pense que c'est parce que ce concept d'avoir un ordinateur portable par enfant, c'était parce que c'était poussé à... L'idée, c'était que si on leur donnait accès à Internet et des moyens d'apprendre, ils allaient se débrouiller en fait à apprendre par eux-mêmes ces concepts. Et en fait, il y a plein de problèmes avec cette idée. L'un des problèmes, c'était que l'approche de la pédagogie de ça n'a pas vraiment bien marché. Donc, on voit des variations de ça tous les ans. Il y a toujours une initiative d'éducation très inspirante pour dire il faut la passion, la programmation. L'année dernière, on a parlé de ce projet Bob qui c'était pour programmer un petit robot. Et ça, il y avait des petites lumières, des choses comme ça. Donc, c'était très intéressant. Et on apprend à le programmer avec... On peut le voir ici. On peut programmer en téléchargeant des petits programmes, des petits morceaux de C++, et on prend les lignes et puis on les change un petit peu, puis on peut changer combien ça clignote et ce genre de choses. Donc ça, c'est bien. Hein. Je ne vais pas dire que c'est pas bien. Hein. Je pense que c'est très bien et ça va inspirer les gens à avoir de la passion. Mais tous ces projets ont en commun l'idée que c'est pas apprendre la méthodologie de la programmation. Et c'est pour ça que cette conférence, je vais en parler. Et donc, ça va sûrement être un peu ennuyeux, mais si vous voulez inspirer de la passion aux gens sur la programmation, il y a plein de projets qui sont disponibles et surtout aujourd'hui dans la conférence, il y en a plein. Mais voilà, le problème, c'est que transitionner de ces petits projets et passer à des projets sérieux,
et faire des choses par soi-même, si on regarde, on se retrouve, on voit que beaucoup de gens sont très frustrés par cette expérience et n'arrivent pas en fait à écrire des programmes plus compliqués. Et même s'ils sont pas forcément plus compliqués, même s'ils sont pas forcément frustrés, leur code finit par se retrouver à ressembler à ce que vous voyez sur la droite. Donc c'est pas génial. Donc cette conférence c'est beaucoup à propos de essayer, réessayer, tout ça. Donc on voit des choses comme ça, mais avec l'apocalypse de l'internet des objets qui apparaît, qu'on voit arriver, on veut peut-être prendre une meilleure méthode pour faire les choses. Donc le problème c'est que cette méthode, cette pédagogie ne marche pas forcément. Donc pendant très longtemps, je me disais mais pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à trouver une meilleure méthodologie? Pourquoi est-ce que ce que j'ai appris, c'était ça, j'arrivais pas à trouver quelque chose de mieux. Et donc j'ai trouvé un bouquin qui va confirmer mes préjugés en fait, que j'ai trouvé hier quand je préparais. Et donc il y a un scientifique, Daniel Willingham, qui a étudié ça et il liste des principes qui sont actifs quand les étudiants apprennent. Et donc quelque chose qui est très important, c'est qu'on a tous cette idée que tout le monde adore apprendre. Mais en fait, apprendre en soi-même, c'est quelque chose qui est très difficile et fatigant. Et donc même si les gens sont très curieux et ont envie de regarder les choses, ont envie d'apprendre et d'apprendre et de réussir, et du coup ils doivent penser très difficilement et ils doivent se concentrer, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Un autre problème, c'est bien sûr un problème quand on transitionne d'un système de programmation très facile comme ces petits jeux qu'on voyait et qu'on va essayer de programmer avec des vrais outils, on voit que c'est beaucoup plus difficile et que c'est très frustrant. Et donc ça, c'est les principes que je vois dans le livre. Donc je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans le livre, mais je les aime beaucoup, donc je vais vous les dire. Donc les connaissances factuelles sont plus importantes que les compétences. Apparaissent avant les compétences. Si on pense aux connaissances factuelles, beaucoup des principes ce qu'on connaît de la programmation n'ont pas vraiment de nom et ils n'ont pas vraiment expliqué avec des notions factuelles. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal avec les skills. Donc j'aime beaucoup celle-là qui dit que la mémoire, c'est le reste de nos pensées. Donc on se souvient des choses auxquelles on pense beaucoup, mais pas forcément des autres choses. Il y a beaucoup de recherches sur les robots, donc on est censé utiliser les robots pour que les gens soient passionnés par les robots. Les gens vont juste se souvenir en fait des robots, des moteurs, des petites choses comme ça, mais ils vont pas vraiment aider à apprendre. Ça va pas vraiment les aider à apprendre la programmation en elle-même. Et donc il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Qu'est-ce que les étudiants, on leur a demandé qu'est-ce que les étudiants retiennent de ces classes avec les robots. Donc maintenant, avec ce qu'ils ont dit, c'est ils savent qu'est-ce que c'est pi. Et pour moi, c'est pas assez. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. C'est aussi la façon dont on fait les maths, c'est aussi la façon dont on fait le contexte et les choses qu'on connaît déjà. On se rend compte que c'est plutôt facile de se souvenir des choses concrètes. Et donc en maths et en informatique, beaucoup d'explications sont plutôt vraiment le faire plutôt que de le montrer. Quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dans ce livre, c'est que l'efficacité demande beaucoup de pratique, beaucoup de pratique. Dans la classe, dans un environnement d'enseignement qui encourage des pratiques qui vont vous mener au succès. Que c'est la partie naturelle, cette curiosité naturelle vient de résoudre des problèmes de réussir à résoudre des problèmes. Des problèmes qui ne sont pas trop durs, mais pas non plus trop faciles, parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. Il y a un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. C'est que apprendre quand on est jeune par rapport à apprendre quand on est plus vieux, c'est très différent. Les processus cognitifs sont différents en fonction de l'âge.
Et c'est pas parce qu'on trouve des choses intéressantes, des choses qui vous inspirent, que, vos étudiants les trouvent inspirantes ou intéressantes. Si vous enseignez des classes avec beaucoup d'élèves, les enfants ont tendance à être très similaires dans leur méthode d'apprentissage. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une classe où les étudiants peuvent être séparés en fonction de leurs différences. En général, les gens pensent que certaines personnes sont bons en maths ou bons dans telle ou telle matière, que parfois ça dépend du genre. Mais il y a quelque chose qu'on dit que l'intelligence peut être changée. Les choses dans lesquelles vous êtes bon peuvent être changées à travers le travail, en y travaillant beaucoup. Et on se rend compte que votre IQ en fait n'est pas vraiment corrélé avec ce à quoi vous êtes bon. Et quelque chose que vous apprenez après avoir enseigné pendant 30 ans, c'est que pour vraiment vous améliorer, vous devez recevoir des commentaires, vous devez recevoir des commentaires sur ce que vous faites, sur ce que vous avez réussi ou pas. Parce que parfois, ce que vous apprenez, c'est que ce que vous essayez d'enseigner, ça ne fonctionne pas. Look at the robot class, if your student population that ends up being in that robot class is really as diverse as you'd like it to be, I think often that is not the case. So the stuff that I'm going to be talking about. Je pense que la plupart du temps, quand on voit la diversité des gens dans les classes et la diversité qu'on voudrait avoir, c'est pas forcément, ça ne matche pas forcément, c'est pas la même chose. Donc on avait une recherche qui est basée sur des méthodes systématiques, et donc je vais essayer de vous en parler un petit peu, ce que ça veut dire. Voici quelques références, quelques livres, quelques modèles, des gens qui ont déjà travaillé sur ces méthodes-là. Des références. Je vous en donnerai d'autres tout à l'heure. Il y a des projets significatifs qui concernent les étudiants du lycée. Un des aspects qui est important dans cette méthode d'enseignement, c'est que tous les outils que nous utilisons, en particulier, ça veut dire qu'un environnement qui a été fait spécifiquement pour apprendre, comparé à par exemple quelque chose comme Emacs ou comme Vim. Vous avez besoin d'environnements qui soient vraiment spécifiques à l'apprentissage, mais aussi des langages de programmation qui ont été modifiés, adaptés pour les gens qui sont en phase d'apprentissage, mais aussi des recettes, des méthodes qui peuvent être appliquées encore à chaque fois pour construire vos programmes. Des méthodes qui fonctionnent à chaque fois. Donc il y a par exemple un système qui s'appelle Racket qui a été développé par le groupe PLT et qui est bien pour plein de choses, mais qui a été à l'origine conçu pour l'enseignement. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne en direct. Voici le système appelé Dr. Racket. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de boutons. Ça ne ressemble pas à Eclipse ou Visual Studio, c'est pas un IDE. La manière dont ça fonctionne, dans la partie du haut de la fenêtre, c'est juste un éditeur de texte, c'est là où vous allez entrer votre programme. Et en dessous, c'est la ligne de lire, exécuter, un REPL, une boucle d'exécution, lire, exécuter. Et au départ, vous pouvez juste écrire quelque chose ici. Et vous aurez directement
du retour. Ok, ça va sembler très étrange pour vous et très étranger, mais ce langage de programmation est basé sur Lisp, donc vous allez voir beaucoup de parenthèses, en particulier si vous voulez assembler des choses ensemble. Et si vous avez fait la programmation pour longtemps, vous allez vous dire « Oh non, je ne vais jamais pouvoir réussir à faire ça. » Ok, par exemple, si vous rentrez juste un nombre, vous allez avoir le résultat. Pareil pour une chaîne de caractères. Bien sûr, vous pouvez combiner des nombres en les ajoutant. Ça ressemble à ça. Une expression composée. Donc, c'est un peu différent. Vous ne faites pas ce nombre plus ce nombre, vous faites non. La somme de ces nombres. Ok, bien sûr, il n'y a pas les limitations que vous avez dans le langage comme C ou Java. Là, ici, je peux tout de suite entrer des nombres qui sont très très grands. Numbers and strings and whatever and booleans be values, pictures are also values. Et de la même manière que donc les nombres, les booles sont des valeurs, les images sont aussi des valeurs. Donc par exemple là je peux créer un rectangle en bleu. Et voilà, j'ai la valeur en résultat, j'ai la valeur de ce rectangle en résultat. Vous pouvez faire quelque chose de vraiment stimulant comme ça, en haut. On va définir pi. Et maintenant, hop, j'ai pi dans l'interpréteur. Je vais définir mon rectangle que je vous ai montré. On va le rendre en rouge cette fois-ci. Et maintenant, on peut lancer ce programme. Et voilà, on a ce rectangle. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'on va faire un deuxième rectangle. Bleu. Donc parenthèse autour du define. Donc define, ça dit que c'est une définition. On appelle la fonction rectangle qui vient avec Dr. Racket. Maintenant j'ai A, j'ai R et F2. Il y a des choses intéressantes comme par exemple une fonction qui prend deux images et je peux les mettre côte à côte. Et donc vous pouvez faire un peu d'algèbre avec les images. Donc c'est pas dénué, c'est pas sans aucun exemple c'est motivant d'avoir des images. Bon, alors on va essayer de regarder un peu autre chose que ces images en exemple. Alors, en Allemagne, on adore les panneaux de signalisation. Il y a beaucoup de règles. Et donc, ce talk ne va pas être intéressant, mais on va essayer de modéliser ça. Donc, on va essayer de catégoriser les violations de trafic en Allemagne. Donc, il y a deux catégories, les lumières rouges et les feux de signalisation. Combien de temps après que ça devienne rouge, on a le droit de passer avant de traverser au rouge, et aussi la violation de la vitesse. Donc, combien de kilomètres par heure on est au-dessus de la limite. Donc, on va essayer de faire une fonction pour expliquer ces violations et faire des fonctions sur le sujet. Donc, pour faire ça, on va utiliser les méthodes de conception dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va en utiliser plusieurs. Alors, déjà, on a les méthodes de conception principales, donc c'est celle-là. Donc on va avoir plusieurs. On va demander à nos étudiants de regarder toutes ces étapes et essayer de s'occuper de ces choses-là. Donc je suis désolée, c'est vraiment un peu ennuyeux. C'est un peu la façon allemande d'apprendre la programmation. Mais en même temps,
Mais vous savez, ça marche, c'est ça l'idée, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc spécifiquement, toutes ces petites étapes dont on parle ici sont assez petites pour que les étudiants réussissent, et du coup on peut leur donner des images, on peut les féliciter, et ensuite, une fois qu'ils ont fini chaque étape, ils peuvent aller à la prochaine étape. Et si vous avez déjà appris à quelqu'un quelque chose et que ça n'a pas réussi, moi ça m'est arrivé, c'est que quand ça marche pas pour moi, mes étudiants, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent à l'écran avec des yeux dans le vague. Et je me suis rendu compte que ça m'arrivait et je me disais comment est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Et en fait, ils vont même pas essayer, ils vont arrêter avant même de devoir taper une seule touche. Et je me suis dit que les exemples dans la programmation, c'était ce programme peut régler ce problème, ce programme peut régler ce problème. Et en général, ça marche pas, cette méthode. Et donc, cette séquence d'étapes aide vraiment les étudiants à comprendre et à réussir. Et donc, je sais que c'est pas une super idée et je comprends que vous soyez pas fan de ma méthode, mais en même temps, je vais vous expliquer et chaque petite étape, chaque instruction sont faciles à apprendre et c'est vraiment ça qui est important. Donc, en particulier, je vais aller directement dans le vif du sujet. You see something that I don't see. There we go. So, if you look at this, Donc si vous regardez ça, notre problème, question. La première chose que vous faites, c'est que vous faites une courte description de votre fonction. Ensuite, ça dit qu'il faut que vous fassiez une analyse de vos données. Quelles sont les différentes entités dans votre programme et analysez-les, regardez-les. Donc ici, c'est tout à propos des violations du code de la route. Par exemple, violer un feu rouge. Okay, ça a un endroit et une duration, et une longueur, un temps. Vous pouvez regarder comment cette donnée est décrite. Ok, et là je me dis, ok, cette chose, ça correspond de ces deux pièces. Ou cette chose a ces propriétés-là. Et ce phénomène, on peut appeler ça données composées. Compound data. Donc, par exemple, on a une méthode d'analyse de données. Ça, c'est un outil qui nous permet qu'on enseigne aux étudiants. Quelque chose qu'ils doivent apprendre, une recette qu'ils sont capables de répéter. Par exemple, donc, les données, vous allez les analyser en regardant de quoi elles consistent, ce qu'elle a. Et les étudiants doivent mémoriser ces instructions. Donc c'est ce qu'on est en train de faire tout à l'heure. On revient sur les rectangles, les pi. Donc on va dire, ok, une violation d'un feu rouge, grille un feu rouge. Ok, on sait que ça a quelque chose. Donc on sait que ça a un endroit et une longueur en secondes. Ok, avec les points-virgules, on sait que c'est un commentaire. Donc on n'a pas fait grand-chose, on a juste écrit quels sont les composants de nos données composées, les parties de nos données composées. Et ensuite, on va pouvoir définir une entrée. Donc on va définir une entrée qui s'appelle red light violation. Et ensuite, il va falloir qu'on crée des objets qui s'appellent red light violation. Donc on va écrire un constructeur qu'on va écrire prédicat qu'on utilisera un peu plus tard parce qu'on a besoin de savoir si cette chose ou pas est la violation d'un feu rouge. Donc on sait que ça a deux parties.
Ok, donc on va définir cette chose qui s'appelle endroit où le feu rouge a été grillé. Et puis cette chose en la longueur en secondes. When I run it, Et donc ce que ça fait quand je lance ça, bah, ça fait rien. we can now create objects that represent red light Mais violation. par contre, on peut, à partir de maintenant, on peut créer des objets qui correspondent à griller un feu rouge. Donc je peux faire make red light violation. Donc, Red light violation for 4 seconds in Borg, right? And then it will display. et donc je peux faire ça et je donne deux paramètres, je donne l'endroit, en Borg, la salle où on est, So I can copy this pendant 4 secondes. out here and call it and make an example out of that. And so like this. And so now we have Et donc je peux définir une fonction qui me permet de what's called. condenser cet appel. And this constructor, when we call it, creates this object. And this object really creates data that is. Et donc en fait, on vient définir le constructeur. That's an important aspect to explain. And so usually we ask students, and I'm not writing this down. Donc d'habitude, on demande aux étudiants, I'm writing it down to show to you what to expect from students. And so ok, je vous écris ça pour vous dire ce quoi vous devez vous attendre de vos étudiants quand vous travaillez avec ces outils-là. red light violation. And Ok, donc je t'écris, ok, on a grillé un feu rouge dans Borg, voilà ce que ça représente. So it seems really trivial to you. Ça vous semble vraiment trivial, mais c'est vraiment important. Really, to link the program to the problem domain that we're in, right? De faire la connexion entre le programme et We have a minor. l'espace de problème dans lequel on est. Am I spelling this right? Anyway, so here we go. Okay, and one way on y to va. talk about this new function that we created, make red light violation, is writing down something that we call a signature. Ok. Une autre manière de parler de ces fonctions qu'on a écrites, c'est on peut parler de signature. That's something that we did specifically for teaching. So you do make Donc on a fait red quelque light chose de violation. particulier pour Remember, in math, l'enseignement. sometimes write F colon. Si vous vous souvenez en maths, parfois vous faisiez like F parenthèse. So it says make red light violation. Well, it takes a string that Okay. says what the place is. Et donc en utilisant cette syntaxe avec la parenthèse au début puis les deux points, ça, c'est la syntaxe pour écrire une signature. Donc on écrit la signature pour notre constructeur qui s'appelle make red light violation. So that's not going Et donc ça prend une chaîne de caractères puis un nombre rationnel et ça vous donne un objet red light violation qui représente du coup le fait d'avoir grillé un feu rouge. Where'd it go? So it's Ok, je suis un peu à la recherche it gives an error message here. des fenêtres que je vais vous montrer. Screen mode for some reason. Let me see. Attendez, j'essaie de mettre ça en plein écran. No, not quite. Okay. Now we know what it is. So, Okay. yeah, it was. So when you, unfortunately, this is in German. So I hope some of you read German. I'll try to translate. Ok, je suis désolé, c'est en allemand en bas. Tested, but it says there was a so it says here signature Ça veut dire- which means signature violation. Ok. And it says I got 5 in this line here. L'erreur qui est marquée en bas en allemand, ça veut dire vous avez violé une signature, c'est-à-dire que And it violated this vous avez une ligne dans votre programme qui ne respecte pas la signature que vous avez faite plus tôt. What makes the system specifically designed for learners is that Et ça, c'est un aspect important. Et c'est ça qui fait que ce système-là est vraiment fait pour les élèves et ceux qui apprennent. C'est que ça vous donne ce feedback, ça vous donne ce retour sur ce que vous faites tout de suite avec ces erreurs. one of the challenges or one of the problems in the problem statement was to write a function that determines whether a red light violation is serious or not. Ok. And so when we do that, it said, well, you put a short description in front.
Un problème qu'on a vu, c'était comment définir que c'était une violation ou non. Donc, on a décidé d'ajouter ça dans les fonctions. Donc, on se dit, faites attention à ce que les fonctions soient très courtes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'elles fassent une ligne. Donc, ici, par exemple, on dit, est-ce que cette violation de feu rouge est sérieuse ou pas? Alors, on va regarder. Donc, si on veut écrire cette fonction, on veut écrire... Si on veut faire une fonctionnalité, il faut toujours que ce soit une fonction. Donc, on dit qu'il faut une signature. Et donc, sur la signature, il faut dire qu'est-ce qui rentre dans la fonction et qu'est-ce qui sort de la fonction. Et donc, ça, on a un nom pour ça. Donc, le nom, ça va être Red Light Violation Serious. Donc là, on dit, on peut dire un point d'interrogation, on peut dire on peut mettre d'autres caractères sur ce langage, donc c'est plutôt pratique pour que ce soit clair. Donc là, on dit qu'on veut une violation et on veut qu'en retour, ça nous donne un booléen, donc vrai ou faux. Donc ça, on voit que c'est une méthode de conception dont j'ai parlé. Et on peut voir que chaque étape est facile à séparer. Et c'est des petites étapes, mais chacune peut être une réussite pour l'étudiant et ça peut être pratique pour apprendre la programmation. Donc l'autre chose dont on parle, ça va être les exemples et les tests. Donc on insiste à ce que les étudiants fassent ça. Donc ici, par exemple, on a l'exemple du RV1 et RV2 qui sont des exemples. Et donc on doit dire aux élèves de nous dire comment est-ce qu'ils doivent quel doit être le résultat de ces fonctions quand on les appelle avec ces violations. Donc là, par exemple, on va utiliser check-expect, qui est une fonction qui permet de vérifier. Donc à chaque fois, le premier, l'argument, c'est le nom de la fonction. Donc essayez d'utiliser des chaînes de caractères peut-être plus courtes si vous avez des élèves qui sont jeunes. C'est peut-être plus facile pour eux. Donc voilà, là, on dit que on s'attend à ce que quand on appelle cette fonction avec RV1, ça retourne vrai. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend. Et ensuite, on dit que pour l'autre, on s'attend à ce que ça retourne faux. Donc l'autre, c'est juste une demi-seconde. Donc en Allemagne, ça ne correspond pas à une violation importante. Donc on va rajouter des petits commentaires pour expliquer ce que c'est. Donc ça va être une description courte de ce que c'est. Ça, c'est la signature. Et ça, ce sont les tests. Et donc maintenant, on va écrire quelque chose qu'on appelle le squelette. Alors le squelette, on commence à écrire le squelette des détails sur la fonction, mais pas tous les détails. On connaît déjà ce que le nom de la fonction va être et ce qui va rentrer et ce qui va sortir de cette fonction. Donc on va déjà écrire ça. Ensuite, c'est de la programmation fonctionnelle. Donc évidemment, on écrit ça lambda pour dire que c'est une fonction. C'est une fonction qui accepte une chose qui est donc la Red Light Violation, l'objet dont on a parlé tout à l'heure. Donc on va l'appeler RLV parce que c'est plus court. Et on va mettre 3 petits points pour dire que le reste, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc ce que je veux dire, c'est pas qu'on va remplir le reste plus tard. J'écris vraiment ça en cours, j'écris vraiment ça. Et on leur demande vraiment d'écrire les 3 petits points parce que c'est ça, c'est un squelette. Et ça, déjà, c'est une étape en elle-même et ça te donne déjà des points. Et c'est très facile à faire. Et ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un squelette. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose, on regarde pas une page blanche sans savoir ce qu'on veut faire, sans savoir les prochaines étapes. On a déjà quelque chose et c'est très encourageant. Donc, on appelle ça des templates aussi. Donc, c'est des petits éléments qu'on connaît, des données qu'on a pour savoir les données qui rentrent dans la fonction et les données qui sortent de la fonction. Donc là, par exemple, ici, c'est les Red Light Violation. RLV. Et donc ça, on sait que c'est un objet composé. Vous vous rappelez quand on l'a défini. Et donc quand on parle d'un objet avec 2 petites choses, on veut regarder ce qu'il y a dans ces choses-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va écrire quelque chose qui va nous dire quels sont ces petits morceaux qu'on a. Donc vous vous rappelez, on a dit comment ça marchait. Alors ici, il y avait la définition de la structure. Donc, on a expliqué comment est-ce qu'on faisait pour définir la Red Light Violation. Et maintenant, on a besoin de quelque chose pour récupérer les parties de cet objet. Et donc ça, on parle de sélecteurs ou d'accesseurs. Et donc, ces sélecteurs ou accesseurs, on peut aussi leur écrire des signatures. Donc ça, évidemment, on prend une Red Light Violation et ça sort une string. Et pour l'endroit. Et donc, pour les secondes, ça va être
On prend une red light violation, donc une violation de feu rouge, et ça sort un rationnel. Donc ça, c'est un peu répétitif, hein. Donc on n'a pas forcément besoin de les répéter comme ça. J'imagine que vous êtes encore en train de vous endormir, mais c'est important. Mais le problème, c'est que en classe, si je fais pas ça, les étudiants vont me demander de le faire parce qu'ils ne comprennent pas, sinon ça va trop vite. Donc je vous donne l'impression d'être un peu trop administratif, mais bon, c'est important. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on veut accéder les différentes parties. Donc on appelle Red Light Violation Place qu'on a juste créé, donc vous récupérez l'endroit et on lui passe le RLV, et ensuite la même chose pour les secondes qui sont la deuxième partie. Et donc ça, c'est des morceaux qui construisent ce qu'on fait. Donc on peut écrire ici des 3 petits points, donc il faut vraiment les écrire. Donc ça, c'est des morceaux de la fonction. Donc on voit la question, c'était, donc qu'on revienne, c'était est-ce que c'est sérieux ou pas? Donc on revient dessus. Donc on peut se dire, en Allemagne, 0,5 secondes, ça correspond pas à une violation. Donc ça correspond pas à une violation sérieuse. Et donc, maintenant qu'on l'a écrit, on peut le supprimer parce qu'on a réfléchi et on sait ce qu'on veut faire. Et on écrit, du coup. Donc ça, j'ai regardé sur Internet. Est-ce que c'est... Donc j'ai regardé, j'ai vérifié. Donc 1 seconde, ça correspond... En dessous d'1 seconde, ça correspond à pas sérieux. Au-dessus, ça correspond à sérieux. Donc on fait attention à ce que les parenthèses soient toutes fermées et on lance le programme. Et là, on a une erreur. Donc il y a une violation de signature qui était la même erreur que tout à l'heure. Donc on dirait qu'on a oublié quelque chose. Oui, on n'a pas réglé l'erreur de tout à l'heure. Allez, donc on relance. Désolé, c'est encore en Allemagne. Je suis désolé, en allemand, pardon. Donc ça dit les 2 tests ont réussi parce qu'on a fait 2 tests et les 2 ont marché. Donc c'est un peu administratif, mais c'est comme ça. On continue, on fait comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu la deuxième étape, un peu plus vite. Donc la prochaine étape. On a aussi une violation de la vitesse. Et donc ça, c'est un endroit. Donc, de combien de kilomètres heure vous étiez au-dessus de la limite? Donc je vais écrire une structure, une entrée. Je vais l'appeler speeding violation. On va lui donner du coup un constructeur, make speeding violation. Et on va lui donner donc 2 attributs. Donc l'endroit, donc make speeding violation place, et puis donc la vitesse qui est au-dessus. Donc on vient de définir une donnée avec 2 composants. Vous pensez que c'est trivial, mais les étudiants ont souvent des problèmes avec ça, donc c'est bien de leur rappeler qu'il y a ces 2 secteurs dans la définition de la structure. Donc on va définir deux objets qui représentent des violations de la vitesse. SV1 sur Main Street pour 20 km/h de trop, puis un sur Low Street, puis une autre sur Low Street pour 25 km/h de trop. And we have one on Low Street, 25 km/h over limit. So once again, the speeding. Donc, encore une fois, le constructeur a une signature. Il prend du coup donc une chaîne de caractères, puis un nombre naturel, et ça vous donne un objet de violation de vitesse. I need 2 things in order to demonstrate one more thing. So then again, the question was, when is a speeding Et violation donc, la question est, quand est-ce que la violation de vitesse est sérieuse, est une violation sérieuse? Donc, je crée à nouveau une courte description de ça. Puis je définis la signature pour ce test. Donc ça prend un objet de speeding violation et ça vous retourne un booléen, true, vrai ou faux.
Donc en Allemagne, c'est sérieux quand c'est 21 km/h de trop. So the first one is not too serious, will not get you any points in Flensburg. But the second one is. Donc on s'attend à ce que SV1 ne soit pas une violation sérieuse, alors que SV2 devrait être une violation sérieuse. Donc notre fonction speeding violation sérieuse devra retourner faux avec SV1 passé en paramètre et vrai avec SV2 passé en paramètre. Donc nous, maintenant, on peut définir la fonction est-ce que la violation est sérieuse ou pas. Donc on commence par le squelette. Calls to the accessors. So we have the place of the speeding violation. Donc le squelette est vite remplacé par donc accéder aux attributs. Then we think a little bit, and then we. Ok, donc on Place does not matter. So I'm skipping, of course. This all goes. continue on part du squelette et en fait on rajoute de manière incrémentale par-dessus le squelette. Donc With that, we go. Well, this really, if this is over 21. ok, on réfléchit un peu. Ok, donc en fait on a juste besoin de l'attribut. On n'a pas besoin de l'attribut de l'endroit, on a juste besoin de l'attribut de la vitesse en trop. Et donc on la compare avec notre limite. And it says all four tests are passed. So that's good. So, you know. Et bah c'est bon. Compound data. You may have noticed that on the slide it said a traffic violation is either a red light violation or a speeding violation. So that's not compound data. When you see this formulation in your language that says it's this or that or that or that, or maybe it is one of the following, then you're not looking at compound data, Okay. you're looking at a phenomenon called mixed data. Donc il n'y a pas seulement des données composées, il y a également des données mixtes. You've seen this, mixed data. So you recognize it, Et donc vous reconnaissez des données mixtes either the words or one-off, and you write a definition, data definition. quand vous avez un ou un de, Write a signature definition. I'll show you how to do that. quand vous devez écrire des signatures. The way that you do that is this. We said data definition, so we said a traffic violation is one of the following. Et donc on dit une violation de trafic est Either red light violation, l'une de ces choses suivantes. C'est soit la violation d'un feu rouge, donc soit griller un feu rouge, soit it is a speeding violation. aller trop vite, violation de la vitesse. Compound data. This little data definition has some code that goes Et with de la it. même manière que pour les données composées, ces données mixtes, What that is. And define traffic violation is just a signature that says it's mixed data from donc on va définir une signature, on va dire que c'est mixte, on va dire que c'est soit une violation de la vitesse, soit une violation d'un feu rouge. so now we can use that in signatures. You remember the problem statement didn't say find Donc out si vous whether vous souvenez bien, red light le violation problème, is or a speeding violation was l'origine, it said find out whether a traffic violation is serious. So is a traffic violation. But so far we only have functions. One works on red light violations, the other one works on speeding violations, but they don't work on that mixed. donc on a qui fonctionne uniquement sur les red light violations, mais pas sur le mixte. Instead of writing red light violation, we'll just write traffic violation, do Boolean, and and we could now write tests that match those that are there. Donc maintenant on peut créer des tests qui vont correspondre à ça. Absolutely wouldn't need to do that. And now what we do is when we have a traffic violation, Donc maintenant ce qu'on fait quand on a une violation de trafic, if you have compound data, si vous ne savez ce que je disais avec quand on a des données composées, vous faites des appels avec but now we're vous looking at mixed faites des appels sur vos attributs, mais maintenant on a des données mixtes. Donc on a un patron qui est différent ici. You should probably find out what that is before you do anything Le else. squelette va être différent. Avant qu'on cherche à accéder à des attributs, il va falloir qu'on sache sur quel type de données on travaille. Soit on travaille sur une red light violation, soit on travaille sur une violation de la Red vitesse. light violations from speeding violations. So we need some function that will tell us which one it Donc is. on a besoin d'une fonction qui va nous dire sur quoi on travaille. In the record definition, you remember that we said red violation here, red light violation here. This is the name of the constructor. Donc si vous vous souvenez bien au tout début, en fait quand on a défini nos structures de données composées, on avait défini le constructeur et les accessoires,
Mais on avait également mis un prédicat dont on ne s'est pas servi encore. Et en fait, ce prédicat va vous permettre de savoir à quel type d'objet vous faites accès. P is what the programmers in these languages say. And it takes anything and it tells us whether it is a red light Et violation. donc ce prédicat nous dit, nous prend en paramètre n'importe quel type d'objet, et ça va nous retourner un booléen qui va nous dire si cet objet correspond ou pas à une violation d'un feu rouge. So we need a conditional that has as many branches. Qu'on a besoin d'une condition ici. Et, Trivial and childish, but it works very well. la condition va avoir donc du coup deux branches qui vont s'exécuter selon si la condition est vraie ou fausse. Donc on va représenter ça avec des ellipses pour l'instant. Ellipses. On écrit vraiment ça pour commencer. We need to come up with tests for the two branches. In this case, Maintenant, il faut qu'on trouve des tests pour ces deux branches. or is it a speed Est-ce que c'est une violation de la vitesse ou une violation d'un feu rouge? question mark TV? And we have this which says speeding violation TV. And Donc, so the good, and now une here des we branches va see correspondre à answers. And the great thing is we already have the answers. We already have two functions that tell us. une des branches va correspondre à si on est sur une violation d'un feu rouge, et l'autre branche va correspondre sur le fait qu'on soit sur une violation de la vitesse. So we can just call that here. And Et ensuite, du coup, chaque branche va appeler la fonction de le test qui vous dit si c'est sérieux ou pas. I think that's all we can do in this hour that we have today. So I hope you see. Donc, j'espère que vous pouvez voir les deux choses. Que, d'une part, c'est super ennuyeux de faire tout ça, But maybe you can mais see peut-être that que vous pouvez voir every single step that we que have chaque here étape qu'on a has ici a principle that has est un a specific principe name and that you can explain qui a un nom particulier, qui est expliqué avec de manière concrète every et non step abstraite. to solve this problem. Et donc, c'est un outil que vous pouvez... And I can't tell you what a game changer that is for teaching. If you really ask yourself if, when you C'est un present outil que vous an pouvez example, utiliser. Du coup, whether you can really explain every single step and explain to the students, here's what you should have thought. Je pense que c'est une super méthode pour expliquer aux étudiants, voilà ce à quoi tu devais penser, voilà ce que tu devais réaliser avec ces exercices. Et donc les principes derrière cette méthode d'enseignement, c'est que à chaque étape, on doit vraiment être sûr que les étudiants à chaque étape ont un nom derrière les choses qu'ils ont appris. Chaque technique a un nom. On parle de données composées, on parle de données mixtes, on parle de squelettes. Et donc tout ça, c'est des données factuelles et qui permettent de vraiment juger les capacités des étudiants. Donc si on apprend une classe qu'ils vont avoir des cadeaux à chaque fois qu'ils réussissent un truc, ça peut vraiment marcher pour chaque étape comme ça. Donc grâce à ça, on peut vraiment voir qu'avec ces programmes-là, on accepte comme étant un succès l'apprentissage quand ça correspond à ce à quoi on attend et pas forcément un programme qui marche, vraiment juste quelque chose qui correspond à ce qu'on attend. Donc on peut parler de ça comme en disant que c'est une méthode créative, mais je pense pas que c'est le cas. Je pense pas que les artistes créatifs utilisent des techniques et des noms de techniques pour chacun. Je pense pas que c'est le cas comme ça. On parle de Mozart. Mozart n'a jamais eu besoin d'apprendre, de pratiquer avant. Mozart a parlé quand il était vraiment enfant et du coup il avait des tonnes et des tonnes d'heures pour apprendre ces choses-là. Donc moi je pense que cette méthode-là est prouvée et vraiment marche. Moi, ça fait plus de 11 ans que je le fais avec des enfants. Ça marche avec les programmeurs qui viennent d'apprendre. Ça marche avec les programmeurs qui ont des mauvaises habitudes, qui ne savent pas programmer très bien. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder notre site internet. On a un autre projet qui s'appelle programmingdesign.org. Donc, vous pouvez aller voir ça. Il y a beaucoup de techniques qui sont empruntées de notre méthodologie. C'est disponible en ligne gratuitement. Tout ça. Donc, si vous voulez la même chose mais en allemand, vous pouvez aller voir deinprogramm.de qui a aussi plus d'informations. Et donc, il y a aussi un bouquin qu'on est en train d'écrire et qui, j'espère, va sortir l'année prochaine. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Thank you, Mike, for that talk. If you have any Merci questions, pour la we do conférence. have Donc the si on a des microphones lined questions, up here in this on row a and des that micros row. dans la salle et on peut aussi And demander does sur the Internet. yes, the Signal Angel has a question. Et donc on a une question. Yes, so one IRC user asked, Ok, quelqu'un sur IRC nous demande quels sont les bénéfices de l'utilisation de Dr. Racket à la place d'utiliser d'autres outils qui sont aussi développés pour l'apprendre comme Python. Donc Python, c'est sûr, n'a pas été créé pour l'apprentissage, c'est sûr. En pratique, je pense que la différence fondamentale entre les deux, c'est que même s'il y a plein d'initiatives qui utilisent Python, en vrai, si on essaye de nommer et formaliser les techniques systématiques que j'ai montrées, on essaie de les appliquer en Python, on se rend compte que c'est vraiment difficile et moi personnellement je trouve ça impossible. Les programmes en Python ne sont pas développés de cette manière systématique et c'est pour ça que je pense que ce langage est beaucoup mieux. Et ce langage de programmation a vraiment été designé pour vraiment suivre les principes. Donc, de ce que je vois, pour moi, Python, c'est pas vraiment été développé avec ça en tête. Okay, then microphone 2. Microphone numéro 2. Bonjour, j'enseigne des enfants qui ont 14 ans, au collège. Je leur apprends la programmation et j'utilise App Inventor. Et je suis pas très sûr. Vous avez dit, ok, vous avez besoin d'acheter des robots Lego. Non. Mais c'est pas vraiment le cas. Moi, ce que je trouve difficile pour les étudiants que j'ai, et c'est pas vraiment, ils ont pas vraiment les meilleurs parents, c'est qu'ils aimeraient montrer quelque chose. Super boring. Mais votre programme ressemble vraiment à quelque chose de très ennuyeux. C'est vraiment intéressant de pouvoir montrer quelque chose. Et comment vous faites ça, vous? C'est sûr que pour l'audience, on va choisir des exemples différents. Donc ceux-là, c'est juste des exemples comme ça, mais il y en a d'autres. Donc j'ai montré un peu les images. Donc ça, par exemple, ça marche super bien pour les enfants et pour certains adolescents. Et du coup, ça peut marcher pour écrire des jeux vidéo même en utilisant ça. Et donc ça peut être pratique pour montrer aux parents. Donc c'est un bon aspect de ça. Et je pense que cette approche de programmation peut vraiment marcher jusqu'à devenir un professionnel. On peut même créer des jeux vidéo avec. Donc au premier semestre, on utilisait ça et ils ont quand même réussi à faire des vieux jeux vidéo comme le Snake, ce genre de trucs. Donc vraiment, c'est sympa pour les enfants, ça marche bien. Microphone numéro 1. Bonjour, merci pour votre talk. J'aimerais savoir si votre approche a beaucoup d'overhead, de choses répétitives. Comment vous parlez de la méthodologie dans la salle de classe? Et je voudrais savoir si vous aviez des recommandations sur comment structurez-vous votre classe? Donc moi, pour mes classes, c'est vraiment exactement comme je vous ai montré en fait. J'ai essayé de vous dire que vraiment quand je mets les 3 petits points, c'est vraiment ce que je fais. Donc je peux vous parler de certains amis à moi qui ont essayé de faire ça un peu différemment et ça a marché aussi. Mais vraiment, ce qui est très important, c'est qu'en tant que professeur, j'ai essayé de faire ça un peu plus court, mais vraiment ce qui est important, c'est qu'il faut faire chaque étape, il faut aller sur chaque méthode. C'est pas juste donner des noms à chaque étape, mais c'est aussi aller doucement en fait. Donc j'essaie de le montrer, mais vraiment, quand on va doucement comme ça marche et ça se déroule bien tout seul. Vraiment, ça marche bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, c'est comme ça que je fais. Thank you. Microphone 3, please. Microphone numéro 3. Je trouve que c'est très bien, mais est-ce que apprendre un langage fonctionnel, alors que les gens vont très vite avoir besoin d'utiliser un langage de programmation impératif, comment est-ce que vous faites la transition entre le langage fonctionnel et le langage impératif? Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon.
So I run a company. Yeah, Alors, yeah, thank you. moi, j'ai une boîte, So et I dans ma run a boîte, company that does on all the utilise software projects doing de functional programming. la programmation fonctionnelle. Ultimately, you will need to talk about Mais bon, effects. The c'est thing vrai what que this les does effets de really ça, is, c'est que I mean, if you're writing c'est vrai software que professionally, si no matter what tu the écris des language is, programmes large de manière parts of that professionnelle, should be functional. So this une is a bonne great partie way de to ça, teach ça va good être de la programming programmation discipline. fonctionnelle. Et And donc c'est a pour lot ça que of c'est programs important out there d'apprendre la don't show programmation good fonctionnelle. programming C'est vrai que discipline, so I think les this will be great to improve upon les that. langages impératifs n'apprennent pas ces So what this parties-là does qui is sont it très pushes the importantes. boundary. Donc pour To be moi, honest, vraiment, I ça have no pousse idea how to teach les systematic bords development using imperative language. de I ce don't dont know on a how to do l'habitude. that. Moi, I don't know personnellement, how je to ne sais do it, pas and I don't know how to apprendre teach that. On the other hand, les langages what I can impératifs. do Je pense that que c'est do pas here is I can ce qu'il faut push faire. the imperative Moi, ce que je parts peux of the faire, par programming contre, to the c'est French and make them less important for the c'est success of my donner project and for the ces structure of parties-là my comme étant moins So, importantes, mais um, qu'ils peuvent apprendre yeah, par so eux-mêmes plus tard. this is a good thing because C'est we une know bonne functional chose parce qu'on programming sait works que well, la and we programmation know it is fonctionnelle a good marche et foundation c'est une for, bonne fondation an educational des discipline. connaissances And, quand on apprend la yeah, I programmation. can't- I mean, there Et are various courses that c'est build vrai upon qu'il this, but, y a beaucoup de ask me choses offline about that. qui Chat rajoutent offline. par-dessus et qui rajoutent l'impératif, mais bon, on va en parler plus tard. Vous pouvez venir Okay, me voir the après. microphone 4, please. Microphone numéro 4. Ok, j'aimerais vous remercier pour votre question. Et je suis curieux, comment est l'expérience? Combien de fois répétez-vous les choses lorsque vous enseignez? Combien de fois quelle est la quantité de répétitions que vous devez faire pour que les étudiants vraiment mémorisent les choses? Je ne sais pas si j'ai vraiment une règle pour ça. Moi, dans mon expérience, c'est vrai que tous les principes que j'ai appris ici, il y en a plusieurs. Je fais au moins 2 exemples. Certains, je fais 3 ou 4. En général, c'est assez à l'université. Mais bon, ça dépend en fait. C'est par expérience. Alors, comparer les deux, en fait, ce qu'on faisait à l'université, en fait, comment on fait pour vraiment aller vite et apprendre les choses, en fait, avec cette méthode-là, on peut aller beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de beaucoup de points pour apprendre très vite. Je ne sais pas si beaucoup d'universités réussissent à avoir des jeux vidéo qui marchent à la moitié de l'année, mais en tout cas, nous, c'est le cas. Donc même si on dirait que c'est vraiment ennuyeux et très lent, mais en fait, au final, on apprend super vite grâce à ça et on arrive à avoir des résultats très très vite. Okay, microphone 2, please. Microphone numéro 2. Thank you for your talk. Well, I learned programming as a kid. J'ai appris la programmation en tant qu'enfant. That I could transport the tools and the mindset. Et je pense que je peux. So to mathematics and Et je pense que la manière dont on pense de la programmation, ça s'applique très bien en mathématiques. also use the systematic way of solving. I mean, do they really make this transition? Are they getting better at solving problems in mathematics? Est-ce que c'est utile ce que vous faites pour s'améliorer en mathématiques? Si on regarde les 3 projets dont j'ai parlé, donc ceux-là, ils sont pour au collège, le lycée. Et donc si vous regardez, vraiment, on se concentre sur l'algèbre. Donc c'est exactement ce dont vous parlez. C'est vraiment il y a une comparaison et ça leur permet aussi d'appliquer ces principes-là. Okay, we have À 2 more l'algèbre. minutes and 2 questions. So, microphone 1, please. Ok, microphone numéro 1. How do you measure success in your teaching? Comment est-ce que vous mesurez le succès de vos méthodes d'enseignement? Alors, je pense qu'en général, je regarde les examens à la fin. Et donc, on a des papiers qu'on a publiés sur le sujet avec des résultats. Donc, on regarde de très près nos étudiants et on regarde vraiment tout ce qu'ils font. Et on fait bien attention qu'ils apprennent bien ce qu'il faut et qu'on va assez vite ou assez lentement pour eux. Et on a vu que grâce à cette méthode, sur les examens, on a vu vraiment que ça marchait bien et qu'il y avait des très bons résultats. On regardait chaque problème qu'on a posé à chaque fois et on a vu qu'il y avait des résultats individuellement qui étaient And bons. microphone 4, please. Et microphone numéro 4. Is there some kind of auto-completion? Est-ce qu'il y a des choses comme l'autocomplétion dans votre éditeur? Ou est-ce que vous déconseillez l'utilisation de ce genre
de fonctionnalité. Non, il n'y en a pas, que je sache. Je ne sais pas si je dirais que c'est une mauvaise chose d'en avoir. Je sais que mes collègues américains, comme vous avez vu, le template a toujours un peu des choses qui se répètent. Donc on pourrait se dire que ce serait pratique d'avoir un bouton qui rajoute ce truc-là. Et c'est vrai que les Américains ont essayé de rajouter ça et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas et ils ont arrêté. Mais je ne suis pas vraiment sûre des détails, donc vous pouvez m'envoyer un email si vous voulez, je vous donnerai les détails de cette étude. Mais voilà, je ne suis pas sûre pourquoi, mais en tout cas, je suis pas contre ça, mais on s'est rendu compte que ça marchait pas. Okay, then Mike, thank you for that very enlightening talk. Mike, merci beaucoup pour cette conférence.